Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Eva Saz pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Il est évidemment difficile de prendre la parole après cet hommage à notre collègue dont le décès soudain nous a toutes et tous touchés. Et je voudrais ici, à mon tour, saluer sa mémoire. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. L'INSEE vient de publier son rapport sur les inégalités 2023 et le verdict est tombé. La France a atteint son plus haut niveau de pauvreté depuis que l'indicateur existe. Elle compte désormais 12 millions de pauvres et 30% des Français ont vu leur niveau de vie reculer. L'INSEE vient ainsi mettre des chiffres sur ce que les Français vivent au quotidien, la difficulté à boucler les fins de mois, le travail qui ne permet plus de vivre correctement, l'abandon des personnes sans abri à leur sort. Cet appauvrissement des plus modestes et des classes moyennes est le fruit de 7 ans de macronisme. Aucune volonté de lutter contre la pauvreté et une ubérisation de l'emploi qui se traduit par une baisse du niveau de vie des indépendants et des micro-entrepreneurs et par un développement des temps partiels. Et de l'autre côté du spectre, le niveau de vie des plus riches a continué à augmenter grâce à vos largesses, notamment par la faible imposition des revenus du capital et la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés. Résultat, une forte hausse des inégalités qui atteignent le même niveau que sous Nicolas Sarkozy. Ma question sera donc double. Vous engagez-vous enfin à faire contribuer les plus riches qui payent aujourd'hui moins d'impôts que les classes moyennes en intégrant au budget 2026 l'impôt plancher sur la fortune, désormais soutenu par 9 prix Nobel d'économie? Vous engagez-vous parallèlement à renoncer à tout gel des prestations sociales, à agir enfin pour le pouvoir de vivre des travailleurs modestes et à soutenir les politiques de sortie de la pauvreté, comme les territoires zéro chômeur, le plan logement d'abord ou la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Tout comme il est difficile de poser la question, il est dans ces circonstances difficile d'y répondre. Quelques éléments avant que le Premier ministre, évidemment, le 15 juillet prochain, présente les orientations de notre gouvernement sur ce défi qui est devant nous, qui est un défi plus que budgétaire. Vous le savez, la France est toujours le pays le plus redistributif de l'OCDE, puisque quand nous avons des écarts de revenus de 1 à 18 entre les moins aisés et les plus aisés, grâce à notre système fiscal et grâce à notre redistribution monétaire et non monétaire, ces écarts sont ramenés de 1 à 3. Ce sont les travaux de Jean-Marc Germain et je pense qu'ils doivent être regardés pour ce qu'ils sont. Incontestablement, Madame la députée, et nous le savons tous, la République française, la 5e République, est depuis 1945, et donc c'était même la 4e République, ancrée dans un modèle social qui fait notre force. Mais ce modèle social, il était aujourd'hui fragilisé par la dette et par le déficit. Et donc nous croyons à deux choses. D'abord, nous croyons au travail. Il est très précieux de voir que quand nous faisons du RSA un outil de retour au travail, en 6 mois, 42% des personnes qui ont participé à l'expérimentation ont retrouvé un travail. Nous croyons aussi à l'entreprise. Et non, j'ai eu le débat dans cet hémicycle avec vous. Nous ne pensons pas que faire partir les 1800 entrepreneurs qui ont réussi et qui créent des emplois dans notre pays résoudra quoi que ce soit. Le CAC 40 aujourd'hui, c'est 1,2 million d'emplois en France. Les 6000 plus belles ETI de France, ce sont 4 millions d'emplois. Et ce sont ces emplois que nous devons développer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Oui, nous voulons un système social fort. Pour cela, nous voulons des entreprises fortes et nous voulons un système fiscal efficace. Ma main ne tremble pas face à la fraude. Et notre main ne tremblera pas non plus s'il faut prendre des dispositions législatives pour lutter plus efficacement contre la suroptimisation fiscale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Mélanie Taumain pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Au nom du groupe socialiste, nous adressons nos condoléances aux proches et à la famille du député Olivier Marleix. Monsieur le Premier ministre, 40 milliards d'euros d'économies programmées dans le prochain budget, alors qu'une maladie gangrène la France de l'intérieur, celle de la pauvreté. Nous le savons, vous le savez, ce sont toujours les plus modestes qui payent la facture.
Ils sont, selon l'INSEE, près de 10 millions, un Français sur 6. Jamais le nombre de pauvres n'a été aussi élevé. Étudiants, chômeurs, mais aussi travailleurs pauvres, auto-entrepreneurs, agriculteurs, contractuels, salariés à temps partiel. Parmi les victimes de cette épidémie, les femmes, les mamans des familles monoparentales, une famille sur 3 sous le seuil de pauvreté. Les Restos du Cœur nous alertent concernant la situation des enfants. 10% de leurs bénéficiaires sont des bébés de 0 à 3 ans. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais bien de vies. Cette précarité frappe singulièrement en milieu rural, où le non-recours aux aides est plus massif qu'ailleurs, où la pauvreté s'enracine et assigne à résidence. Ce qui me frappe, Monsieur le Premier ministre, c'est la dignité de ceux qui subissent cette fracture sociale face à l'inefficacité de vos politiques. Au quotidien, la vie de millions de Français est faite de renoncements. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le patrimoine des 500 familles les plus riches de France a doublé, passant de 600 à 1200 milliards d'euros. Les cadeaux aux riches se multiplient. Tout repose sur les classes laborieuses. Ces derniers jours, nous avons eu écho des mesures qui viendront alimenter vos annonces budgétaires. Nous ne pouvons pas croire un seul instant que vous allez remettre en cause les mesures de réduction fiscale pour les Françaises et les Français qui font preuve de générosité à travers des dons aux associations. Lors du débat budgétaire à venir, les députés socialistes seront mobilisés. Nous veillerons à protéger le pouvoir d'achat de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Monsieur le Premier ministre, jusqu'où ira votre complaisance envers les ultra-riches? Quand ferez-vous preuve de courage politique? Une seule proposition pour mieux répartir les richesses, la taxe Zuckman. Quels engagements prenez-vous devant la représentation nationale pour que vos économies ne se fassent pas sur le dos des plus vulnérables? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Thomas. Madame la députée, vous avez rappelé le constat. Je rappelle aussi que le revenu médian en 2022 a également progressé. Je le dis parce que nous savons que ce taux de pauvreté, il est en fait mesuré à partir de ce revenu médian et pour celles et ceux qui sont à 60% en dessous de ce revenu médian. Je voudrais également dire que les chiffres sont ceux de l'année 23 et que l'année 23, par définition, ne prend pas en compte des dépenses qui ont été mises en place début 24, à savoir 4,6% des minima salariés, des minima sociaux qui ont été mis en place en avril 2024. Après, la question qui se pose, c'est effectivement quelle réponse nous pouvons apporter. Je vais en citer plusieurs qui paraissent effectivement totalement importantes. La première, ma collègue l'a dit tout à l'heure, la France est le pays le plus redistributif. Nous concentrons 31,5% du PIB quand l'ensemble des pays européens consacre 26,6% du PIB. Ça, c'est le premier élément. Vendredi dernier, avec le Premier ministre, nous avons réuni l'ensemble des associations qui sont précisément engagées contre l'exclusion. Monsieur le Premier ministre a pris plusieurs engagements extrêmement forts. Le premier, il a dit à l'ensemble de ces associations qu'il n'était pas question de remettre en cause les déductions fiscales liées à l'ensemble de l'aide des associations d'utilité publique, ce qui avait été évoqué par le rapport de l'IGF. Le deuxième élément, c'est dès le budget 25, 10 millions supplémentaires d'aide alimentaire. Mais la réalité, Madame la députée, et vous le savez, c'est notre capacité à accompagner les familles monoparentales vers l'emploi avec des modes de garde, avec des crèches à vocation d'insertion. C'est la capacité à répondre à la pauvreté des enfants. C'est comme cela que durablement, en les ramenant vers le travail, nous apportons des solutions concrètes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avant de donner la parole au prochain orateur, je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par Madame Nguyen Thuy Anh, présidente du groupe d'amitié Vietnam-France. Et je donne la parole à Monsieur Guillaume Bigot pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Bien sûr, au nom du groupe Rassemblement national, je tiens à adresser nos plus sincères condoléances aux proches et à la famille de notre collègue Olivier Marleix. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques semaines, votre ministère nous demandait de ne pas évoquer le cas de Boualem Sansal dans cet hémicycle.
Ceci dans l'espoir d'amadouer les autorités algériennes qui le tiennent en otage. Bilan de cette diplomatie de l'apaisement pour notre compatriote cancéreux et âgé, 5 ans de prison. Alors d'ailleurs, qu'avez-vous fait à part exiger le silence? De l'aveu du député européen Bellamy, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères ignorait que le cas Sansal était une priorité française. Le comité de soutien à Sansal dénonce lui aussi votre inaction. Je le cite, rien n'a été fait. Rien n'a été fait non plus pour Christophe Glaise, journaliste français condamné à 7 ans pour un article sur un club de foot kabyle. Ici encore, le Quai d'Orsay a imposé le silence à sa famille depuis son arrestation en mai 2024. Une année d'omerta pour ne pas froisser Alger. Vous avez imposé le silence aux familles, aux élus de la nation. Résultat, 2 Français en prison, 2 humiliations et une triple faillite. Faillite nationale. Le monde entier voit que le passeport français n'offre plus aucune protection. Si Sansal et Glaise avaient été américains, ils seraient déjà libres. Une faillite parlementaire. Même les élus sont priés de se taire. Une faillite européenne. La France n'ose même pas nommer ses priorités à Bruxelles, ou ce qui est peut-être pire encore, Bruxelles les ignore. Alors nous le répétons depuis des années. Avec l'Algérie, la complaisance ne fonctionne pas. Il faut dénoncer les accords, suspendre les visas et ce qui reste de l'aide au développement. Monsieur le ministre, combien de Français doivent encore être emprisonnés pour que la France relève la tête? Pensez-vous d'ailleurs être qualifié pour diriger notre diplomatie alors que vous êtes manifestement incapable de protéger nos intérêts et nos compatriotes? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bigot, la question est trop sérieuse pour savoir s'il est question d'exiger le silence de qui que ce soit. Il n'y a aucun silence demandé. Il y a une intelligence collective que nous vous demandons de comprendre pour que la diplomatie puisse en effet être la plus efficace possible au service de tous nos compatriotes partout dans le monde. Et oui, Monsieur le député, ce n'est pas à coups de menton et à coups de déclamation que nous libérerons nos compatriotes, que ce soit ceux emprisonnés en Algérie comme ceux emprisonnés en Iran ou tous ceux évidemment que nous accompagnons et que nous défendons tous les jours avec les services diplomatiques pour exiger leur libération. Mais permettez-moi, à travers votre question, de rappeler effectivement le contexte, ce pourquoi effectivement nous sommes dans une situation gelée et de façon grave entre la France et l'Algérie, notamment depuis l'expulsion de 12 agents de notre ambassade qui ont eu lieu mi-avril et depuis la demande de départ immédiat pour nos agents en mission courte. Et aujourd'hui, c'est l'attitude des autorités algériennes qui nous empêche justement de respecter les échanges qui ont pu avoir lieu, notamment avec le chef de l'État au mois de mai. Mais je vous le répète, monsieur le député, la diplomatie est au travail chaque jour. La diplomatie ne perd jamais de vue sa priorité, la protection de tous nos ressortissants. C'est le cas de Boualem Sansal, bien sûr. C'est le cas de Christophe Glaise. Merci de l'avoir également mentionné. Et permettez-moi, à travers votre question, d'avoir chaque jour une pensée pour nos compatriotes emprisonnés en Iran et notamment Cécile Collère et Jacques Paris, qui eux le sont depuis maintenant plus de 3 ans. Nous ne les oublions pas et nous faisons tout pour exiger à tous leur libération immédiate. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député, oui, allez-y. Monsieur le ministre, merci de votre aveu. La politique de l'apaisement que vous avez préconisée a abouti à l'expulsion des diplomates. Et donc cette politique de l'apaisement, de petite compromission en grand relâchement, a abouti à une politique de l'aplatissement. Je vais citer ici Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça démissionne ou ça ferme. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Charles Hüssenstuhl pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à dire l'émotion du groupe Ensemble pour la République suite à la mort tragique d'Olivier Marleix. Nous présentons nos condoléances à nos partenaires des Républicains ainsi qu'à ses proches et à sa famille. Madame la ministre des Comptes publics, la semaine dernière, la Cour des comptes tirait une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la situation financière de la France. 114% de dette au premier trimestre, l'endettement repart à la hausse. Il existe désormais un risque d'emballement de notre dette publique. La France ne peut plus faire l'autruche. Il faudra prendre des décisions fortes à la rentrée pour le budget 2026. Le gouvernement évoque 40 milliards d'euros d'efforts. Cette cible doit être impérativement tenue, mais pas n'importe comment. Le ras-le-bol fiscal reste un sentiment puissant dans le pays, ne le sous-estimez pas.
La classe moyenne nous le dit, pas de hausse d'impôts, elle en a assez de payer. Les entreprises aussi ne veulent plus être des vaches à lait. Madame la ministre, laissez les entreprises tranquilles. C'est pour cette raison qu'il faudra prioritairement et impérativement réduire la dépense publique. Cela demandera du courage. L'année dernière, le gouvernement de Gabriel Attal et son ministre Bruno Le Maire avaient déjà pris des mesures de plus de 30 milliards d'euros pour limiter le déficit, des mesures sans précédent hors période de crise, ainsi que l'a reconnu une commission d'enquête. La dissolution, hélas, a ensuite tout stoppé. Cet automne, l'automne prochain, le gouvernement nous trouvera à ses côtés s'il veut réduire la dépense et lancer de nouvelles réformes. Les contrôles renforcés des arrêts de travail et des transports sanitaires vont dans la bonne direction. De même, avec la proposition de loi de notre collègue Stéphanie Rist, nous demandons une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Madame la ministre, la France est au pied du mur. Allez-vous vraiment réduire la dépense publique? Protégerez-vous la classe moyenne et les entreprises des hausses d'impôts? Engagez-vous de nouvelles réformes courageuses pour notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci madame la présidente. Monsieur le député, vous l'avez dit, c'est le moment du courage et c'est peut-être même le dernier moment d'avoir du courage. C'est surtout le moment de redonner confiance aux Français, aux entrepreneurs, aux salariés, aux familles, parce que la situation dans laquelle nous sommes est celle au fond d'un double couperet permanent. Quand on écoute nos débats, on a l'impression qu'il n'y a qu'une issue, soit la censure, soit les impôts. Et si le Premier ministre, la semaine prochaine, annonce ces arbitrages, il rappellera d'abord qu'un budget, ce n'est pas un tableau de chiffres, c'est un tableau de choix. Et ces choix sont porteurs de convictions. La première conviction, c'est que oui, c'est par le travail et par la production et par le travail qui paye que nous pouvons redresser le pays et redresser nos comptes. La deuxième conviction, c'est que ce n'est pas par l'impôt généralisé, par l'impôt indifférencié que nous pouvons nous en sortir. La troisième conviction, c'est que dans un pays où nous avons 57% de notre PIB en dépenses publiques, il n'y a pas à rougir, nous pouvons faire des économies. Et surtout, si je peux parler personnellement, il me semble qu'il y a une conviction dans ces bancs que nous pouvons unanimement partager. C'est que nous devons rendre les 2 années qui viennent, avant le choix démocratique majeur qui sera celui de la présidentielle, 2 années utiles. Utiles pour nos entreprises et pour la réindustrialisation. Utiles pour nos enfants et leur éducation. Utiles pour la santé et pour faire face au vieillissement. Utiles pour la recherche et pour l'innovation. Utiles pour la transition énergétique, pour produire de l'énergie décarbonée qui soit et renouvelable et nucléaire. Utiles pour un État fort avec des armées, une police, une justice qui répondent aux exigences des Français. Bref, nous voulons avoir le courage d'agir, nous voulons servir les Français, nous voulons sortir de ce piège qui serait soit la censure, soit les impôts. Et je pense que ce gouvernement uni et mobilisé fera face avec courage à ses responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à présent à monsieur Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, madame la présidente. Les députés du groupe GDR s'associent bien entendu à l'hommage à Olivier Marleix, que j'ai connu lors de mes classes du service militaire il y a plus de 30 ans, et adressent toutes leurs condoléances à ses proches, ses amis, ses compagnons de combat. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, 9,8 millions d'un côté, 98,2 milliards de l'autre. Ce ne sont pas 2 nombres déclamés au hasard, car alors que notre pays compte 9,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, les dividendes versés aux actionnaires des 40 plus grandes entreprises cotées en bourse ont atteint un record avec 98,2 milliards d'euros en 2024. Nous sommes un pays riche qui voit ses classes populaires et moyennes s'appauvrir. Et quelle est votre solution ? Une année blanche budgétaire, une année sans augmentation des dépenses. L'année blanche fait abstraction de la hausse naturelle des dépenses et de l'inflation. Cela veut dire moins de professeurs, moins de moyens pour la santé, pour l'éducation, pour nos collectivités. Et qui seront les seuls épargnés par cette cure d'austérité ? Les marchands d'armes et nos créanciers. Voilà vos services publics essentiels. Pour répondre à la promesse républicaine d'égalité, le prochain budget devra s'attacher à rendre du pouvoir d'achat aux ménages, à favoriser l'investissement productif et la décarbonation, à redonner du souffle à nos services publics, en hexagone comme en outre-mer. Des solutions existent. Elles permettent de juguler le déficit sans toucher aux services publics. Quelle part des 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises peut être supprimée ou réorientée pour favoriser nos PME, nos artisans, nos commerçants et non les multinationales ? Allez-vous enfin taxer les ultra-riches pour remettre de la justice fiscale ? Quelle niche fiscale
locales seront revisitées. Pacte Dutreil, crédit impôt recherche, régime mère-fille, autant de dispositifs qui ont permis aux très grandes entreprises d'éviter l'impôt. Monsieur le ministre, la République agonise de ces inégalités qui s'accroissent, de ces services publics qui s'éloignent, de cette mainmise de l'argent qui corrompt toutes les sphères de la société. Prenez la mesure du cri du peuple. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu, mais quel est le problème de notre pays? C'est évidemment la pauvreté, mais comment pensez-vous répondre à la pauvreté si nous affaiblissons nos entreprises et notre tissu économique? Et la première réponse aux défis dont vous parlez, c'est bien le travail, c'est bien soutenir nos entreprises. Parce que dans quel monde vivons-nous? Nous vivons dans un monde de concurrence de plus en plus difficile. Et pensez-vous qu'un pays qui dépense 1700 milliards d'euros par an, 1700 milliards d'euros par an, 57% du PIB, est un pays qui a un problème d'insuffisance de dépenses publiques? Non, nous avons un problème d'efficacité de la dépense publique. Et c'est pourquoi nous souhaitons, dans le projet de budget qui sera présenté par le Premier ministre le 15 juillet, avec le même niveau de dépenses publiques, avec 1700 milliards d'euros, être aussi efficace pour soigner, pour éduquer, pour protéger et aussi pour libérer nos entreprises de façon à ce qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent se développer, qu'elles puissent recruter. Quelle meilleure solution que de créer des emplois durables et d'investir. Et donc, je partage une certaine partie, monsieur le député, des objectifs que vous avez cités. Il me semble que la solution n'est pas la dépense publique, mais au contraire la maîtrise de nos déficits. Et je terminerai en rappelant que le coût de notre dette de 67 milliards cette année, dans 3 ans, sera de 100 milliards. Et si nous ne mettons pas la fin à cette dérive de nos comptes, eh bien, nous n'arriverons pas à reprendre notre souveraineté et la maîtrise de notre destin, et notamment de notre défense nationale dont vous avez parlé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Marina Ferrari du groupe démocrate. Merci madame la présidente. Comme nous tous ici, au moment de cette prise de parole, je pense à Olivier Marleix, qui était un ardent défenseur de notre souveraineté, notamment agricole. J'adresse au nom du groupe Les Démocrates nos plus sincères condoléances à ses proches et à nos collègues de la droite républicaine. Plusieurs cas de dermatose nodulaire contagieuse, Madame la ministre de l'Agriculture, sont apparus sur ma circonscription en Savoie la semaine dernière. J'associe à cette question mes collègues savoyards et hauts-savoyards. Cette maladie, classée catégorie A par la réglementation européenne, non transmissible aux autres espèces et sans danger pour la santé humaine, impose des mesures d'abattage des troupeaux infectés et engendre des pertes économiques importantes pour toute la filière bovine et laitière. L'abattage des troupeaux est un traumatisme, un drame psychologique pour nos éleveurs et l'angoisse d'une contamination massive et grande. Je tenais, Madame la Ministre, à vous remercier, ainsi que les services de l'État, pour les avancées apportées en quelques jours seulement, notamment sur les vaccins attendus pour la fin du mois. Plusieurs questions urgentes demeurent. Où en êtes-vous des agréments des laboratoires départementaux pour procéder plus rapidement aux analyses? Une campagne de tests systématiques est-elle envisageable? Des renforts vétérinaires sont-ils activables? La question des blocages rétroactifs des produits laitiers avance-t-elle? Certaines fromageries tablent déjà sur des centaines de milliers d'euros de pertes. Quel sera le protocole vaccinal mis en œuvre à réception des doses de vaccins, obligations vaccinales et zones prioritaires? La question des indemnisations est également importante, Madame la Ministre. La loi a institué en 2001 un amortissement sur 6 exercices du montant de l'indemnité pour cheptel abattu. Vous le savez, il faut plusieurs années et un long travail génétique pour reconstituer un cheptel. Le gouvernement envisage-t-il enfin d'appliquer cet amortissement aux indemnisations dans le cadre de maladies de catégorie A? Enfin, pouvez-vous nous éclairer sur les discussions actuellement en cours au niveau européen et international au sujet de nos exportations et quelle est la stratégie globale du gouvernement face aux crises sanitaires plus intenses et plus régulières sous l'effet du dérèglement climatique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée
Marina Ferrari. Tout d'abord, Madame la Présidente, je voudrais vous remercier pour les mots que vous avez eus à l'adresse de notre regretté cher collègue et ami Olivier Marleix. Madame la députée, vous avez parfaitement décrit la situation de ce nouveau malheur qui frappe les élevages français. Il nous vient de l'Italie avec la dermatose nodulaire bovine contagieuse, maladie si grave qu'elle exige, elle est classée en A, comme la tuberculose bovine, comme la fièvre afteuse. Elle exige donc effectivement la destruction des lots épidémiologiques qui sont touchés. Donc, vous me posez un certain nombre de questions. Je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible et le plus complètement possible. Sur l'homologation des laboratoires, il y a des laboratoires homologués. Ils garantissent véritablement, juridiquement, les résultats qui sont donnés. Donc, on regarde votre demande pour homologuer des laboratoires de proximité, mais en tout cas, les laboratoires qui sont homologués, on leur a demandé de délivrer les résultats en 48 heures. Sur les renforts vétérinaires, c'est en cours. On regarde pour activer des renforts, notamment sur les élèves vétérinaires. Sur la stratégie vaccinale, dès lors que nous disposerons des vaccins mis à disposition par l'Union européenne, ils nous viennent d'Afrique du Sud. Je rappelle d'ailleurs que l'Union européenne n'est pas toujours souveraine sanitairement pour les vaccins et c'est une vraie difficulté et c'est un enjeu à travailler au niveau européen. Donc dès lors que nous disposerons de ces vaccins, nous pourrons mettre en place une stratégie vaccinale avec l'ANSES et avec les services de la DGAL de mon ministère. Sur la question des exportations, dès lors que vous vaccinez, vous n'êtes plus payé indemne, ce qui compromet en effet les exportations. Mais on ne peut pas tout avoir, et la vaccination et le droit à l'exportation. Et enfin, sur l'amortissement, nous travaillons en effet à une réflexion pour viser à la neutralité fiscale des indemnisations, parce que l'État se fiscalise ses propres indemnisations. Il y a là en effet un motif de révision. Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Au nom du groupe La France Insoumise, je tiens à réitérer nos condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de notre collègue Olivier Marleix. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, en Martinique, les récentes annonces de suppression de postes au sein de l'Éducation nationale suscitent un vif émoi des enseignants, des élèves et des familles. Ces réductions de moyens interviennent dans un contexte déjà tendu où les inégalités sociales et territoriales pèsent lourdement sur le système éducatif. En 10 ans, ce sont plus de 1500 postes supprimés, auxquels s'ajoutent 119 suppressions de postes prévues pour l'année en cours. Moins de postes, ce sont des classes surchargées, moins d'accompagnement pour les élèves en difficulté, moins de prévention du décrochage scolaire. Or, vous le savez, un jeune qui décroche, c'est un jeune qui trop souvent glisse vers l'errance, la déviance, la délinquance, la violence. Et dans certains quartiers, l'école s'érige aujourd'hui comme le dernier rempart contre ces dérives. En affaiblissant ce rempart, c'est l'essence même du métier d'enseignant que l'on désacralise. Ce sont les fondements même du vivre ensemble que l'on déstabilise. Comment peut-on pérorer sur la lutte contre l'insécurité si dans les faits, on sacrifie en toute conscience, devrais-je dire en toute inconscience, les moyens de l'éducation publique, première arme contre l'exclusion. Lorsque les écoles se vident, ce sont à terme les prisons, les unités de soins psychiatriques et les cimetières qui se remplissent. Madame la ministre d'État, dans de telles conditions, comment pouvez-vous décemment justifier des choix budgétaires mortifères au seul prétexte du déclin démographique ? Quand abandonnerez-vous enfin votre logique de quota, doctrine purement comptable qui s'exerce au détriment de l'être humain? Merci, et quelles mesures concrètes entendez-vous prendre pour arrêter cette hémorragie? La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor.
Alors vous le savez, monsieur le député, nous faisons face à une baisse démographique qui concerne l'ensemble du territoire. Et pour la prochaine rentrée, ce sont 100 000 élèves de moins, dont 80 000 dans le premier degré. Néanmoins, vous semblez l'avoir oublié. Nous avons fait le choix, dans le budget pour 2025, que vous auriez peut-être pu soutenir, monsieur le député, de maintenir les 4 000 postes qui étaient initialement, dont la suppression était initialement envisagée. Et ce maintien des postes nous permet de renforcer et de poursuivre nos priorités, qu'il s'agisse de réduire les inégalités sociales et territoriales, de renforcer les brigades de remplacement ou encore de faire progresser l'école inclusive. Alors plus précisément en Martinique, cette baisse démographique est également une réalité. Dans le premier degré, ce sont 430 élèves de moins qui sont attendus à la prochaine rentrée. Dans le second degré, ce sont plus de 500 élèves de moins qui sont attendus. Mais là encore, nous allons continuer de nous améliorer. Malgré la suppression de 21 emplois d'enseignants dans le premier degré, 49 dans le second degré, tous les indicateurs continuent de progresser. Le nombre de postes pour 100 élèves sera de 8,75 en Martinique contre 6 au niveau national. Et je vous précise, monsieur le député, que la carte scolaire a fait l'objet d'une concertation approfondie avec tous ceux qui l'ont souhaité, monsieur le député. La rectrice a réuni l'ensemble des élus, elle a vu chaque maire et je note, monsieur le député, que vous n'avez pas souhaité répondre à l'invitation de la rectrice. Donc pour la prochaine rentrée, également l'accompagnement des élèves en situation de handicap sera amélioré avec le déploiement des pôles d'appui à la scolarité. Donc loin des caricatures, monsieur le député, nous faisons tout pour améliorer le quotidien de nos élèves et faire avancer l'école de la République. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous n'avez plus de temps, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Théo Bernat pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Monsieur le Ministre de l'Économie. Samedi dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Mertzwiller, dans ma circonscription, contre la fermeture de l'usine tricentenaire de Dietrich, qui produit des pompes à chaleur. Une marche blanche, symbole de détresse, mais aussi de colère face à une décision qui menace 320 emplois et risque d'en emporter des centaines d'autres chez les sous-traitants locaux. J'étais aux côtés des salariés, de leurs familles, et je tiens ici à saluer leur dignité et leur détermination. Que dire, monsieur le ministre, de cette fermeture? Que dire, si ce n'est là une nouvelle preuve de l'incompétence éternelle du macronisme? En 2023, le président Macron promettait en grande pompe de produire 1 million de pompes à chaleur d'ici 2027, une promesse fumeuse. Aujourd'hui, la France peine à produire 170 000 unités, submergées par des importations massives venues d'Asie. Où sont les commandes publiques pour équiper écoles, universités et hôpitaux en pompes à chaleur réversibles, alors même que notre pays suffoque désormais chaque été sous les vagues de chaleur? Cette fermeture est en réalité un aveu terrible d'incompétence, le symbole même de l'échec du président Macron en matière de réindustrialisation. Les ouvriers alsaciens payent aujourd'hui le prix des désillusions et des discours sans lendemain du président de la République. Et que dire de la France insoumise, dont les militants ont samedi dernier été expulsés de la marche blanche par les salariés et les syndicats suite à leur pathétique tentative d'agitation politique stérile, démontrant une fois de plus qu'ils n'agissent jamais dans l'intérêt des Français. Seul le Rassemblement national soutient une véritable politique de réindustrialisation. Seul le Rassemblement national propose des solutions concrètes, comme le fait de reconvertir ce site en une usine d'armement au service de notre défense nationale, comme je le propose depuis des mois. Alors, monsieur le ministre, allez-vous enfin écouter les propositions de Marine Le Pen pour lutter contre la désindustrialisation de notre pays, qui seront d'ailleurs rappelées par notre collègue Alexandre Loubet dans son rapport à venir? Monsieur le ministre, allez-vous sauver le site de Dietrich ou allez-vous continuer à laisser mourir notre industrie et nos territoires? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Théo Bernat, que dire en effet? Que dire en effet? Eh bien d'abord dire que effectivement les pompes à chaleur sont un élément de la solution pour la transformation écologique que je sais que vous soutenez avec beaucoup de vigueur et pour laquelle le gouvernement a lancé une campagne de communication pour favoriser l'installation de pompes à chaleur. La TVA sur les chaudières à gaz a été augmentée et puis MaPrimeRénov' qui continue à fonctionner cet été pour les copropriétés, pour les monogestes, permettra aux ménages qui le souhaitent de s'équiper en pompes à chaleur. Enfin, nous souhaitons évidemment
continuer à soutenir l'installation de pompes à chaleur et de toutes les façons qui permettent d'assurer le chauffage ou la climatisation dans des bonnes conditions écologiques. Mais il y a un point, peut-être le seul sur lequel je vous rejoins, c'est que c'est vrai que nos industries, et notamment cette entreprise de Dietrich dans votre circonscription, font l'objet d'une concurrence extrêmement sévère, notamment des pays asiatiques. Raison pour laquelle nous agissons avec la plus extrême vigueur, parce que la solution, monsieur le député, ne vous en déplaise, elle est européenne. Et nous travaillons, je savais que ça vous ferait plaisir, nous travaillons avec nos collègues européens afin de veiller à mettre en place les protections de façon à ce que nos industries, dans cet environnement extrêmement difficile, puissent continuer à se développer, à prospérer, à se protéger. Et ça fait partie des sujets sur l'acier, sur la chimie, sur l'automobile, sur l'industrie, qui seront évoqués, sur lesquels l'Union européenne va faire mouvement dans les mois qui viennent. Et je peux vous assurer qu'avec le ministre Marc Ferracci, nous sommes très engagés, nous allons avancer pour protéger, pour sauver notre industrie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez 2 secondes, monsieur le député. C'est à cause des normes européennes que l'entreprise en est là aujourd'hui. Je vous remercie. La parole est à présent madame Nicole Sanquer pour le groupe Lyot. Merci madame la présidente. Au nom du groupe Lyot, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et proches de notre collègue Olivier Marlès, ainsi qu'à toute sa famille politique. Monsieur le ministre des Armées, cela fait plusieurs mois que des familles de Tahiti attendent une réponse claire et juste de votre ministère. Leur seul tort, posséder un terrain situé à proximité du dépôt de munitions de Papeari frappé d'inconstructibilité. Ces familles ne peuvent plus rien faire de leur terre, qui pour beaucoup représente leur seul patrimoine, leur seul bien foncier transmis depuis des générations dans une collectivité où la terre est rare, précieuse et profondément liée à l'identité familiale et culturelle. Monsieur le ministre, vous êtes venu en Polynésie et vous connaissez nos contraintes naturelles et géographiques. Un premier refus d'autorisation de construire a été émis par l'armée. Il nous a ensuite été demandé de prouver que la zone dans le périmètre de sécurité ne comptait pas plus de 2000 habitants. Nous avons produit les données de l'Institut de la statistique. Environ 1000 habitants vivent dans la zone, prison de Tatoutou comprise. Et pourtant, l'armée vient d'émettre un second avis défavorable sans explication ni transparence. Et pire encore, aucune indemnisation n'a été proposée aux propriétaires qui voient leurs biens perdre toute valeur sans possibilité d'y construire leur maison et de démarrer leur vie. Monsieur le ministre, allez-vous enfin mettre un terme à cette injustice en levant cette opposition incompréhensible ou à défaut engager sans délai une procédure d'indemnisation pour ces familles privées de leurs terres? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à madame Patricia Miralles, ministre en charge de la mémoire et des anciens combattants. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Nicolas Santer, permettez-moi de répondre à la place du ministre qui est pris dans un déplacement. Je comprends les préoccupations exprimées par les familles concernées et la portée symbolique que revêt la terre de Polynésie française. Lorsque l'usage d'un terrain est limité, cela soulève naturellement des questions et un sentiment d'incompréhension. Mais Madame la députée, vous en conviendrez, la protection des populations vivant à proximité d'installations pyrotechniques est une responsabilité essentielle de l'État. C'est pourquoi les règles d'encadrant d'urbanisation autour des dépôts de munitions sont strictes et fondées sur un principe de préoccupation. Il ne s'agit pas uniquement de comptabiliser les habitants permanents, mais toutes les personnes susceptibles d'être présentes, les salariés, les visiteurs, les usagers d'équipements publics. La réglementation vise à limiter l'exposition globale sans chercher à atteindre un seuil maximal. À Papeari, le dépôt de Teva-i-Uta est le seul site en Polynésie française permettant de stocker des munitions pour les forces armées, les forces de sécurité intérieure et certains acteurs économiques. Il a déjà été déplacé une fois depuis Fa'a pour répondre à une urbanisation non maîtrisée. Ce précédent appelle à la vigilance. Le dépôt fait l'objet d'un périmètre de sécurité depuis 1987. La stabilité du périmètre depuis près de 40 ans assure une sécurité juridique aux propriétaires.
Il revient aux documents d'urbanisme locaux de le mentionner et aux notaires de le signaler lors des ventes et des successions. Cela permet à chacun d'accéder à une information claire sur les contraintes existantes. S'il apparaît qu'un propriétaire subit une contrainte exceptionnelle, hors de proportion avec l'intérêt général poursuivi, une demande d'indemnisation peut être présentée devant le juge administratif. Le ministère des Armées reste pleinement ouvert à l'échange. C'est pourquoi, Madame la députée, je m'engage à ce que le ministère des Armées propose de vous recevoir afin d'examiner avec vous les situations individuelles que vous avez portées à notre connaissance. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, merci madame, mais ce n'est pas moi qu'il faut recevoir, ce sont les propriétaires de cette zone à qui il faut expliquer comment avoir une indemnisation, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était non pour la construction et non pour l'indemnisation. Alors, préparer une procédure claire pour ces familles polynésiennes qui ont l'impression d'avoir été volées. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Marie-Agnès Poussier-Winbach pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendants s'associe aux hommages rendus à la mémoire de notre collègue Olivier Marleix et nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches, à sa famille et à l'ensemble de ses compagnons de la droite républicaine. Monsieur le Ministre, alors que bon nombre de nos jeunes viennent de décrocher une formation, un diplôme et souhaitent se projeter désormais dans l'avenir, je souhaite évoquer aujourd'hui un autre examen, souvent essentiel pour accéder à l'autonomie et à la mobilité, le permis de conduire. Dans de très nombreux territoires, candidats et auto-écoles sont confrontés à une même difficulté, l'allongement considérable des délais nécessaires pour passer l'épreuve pratique. Dans mon département, Seine-Maritime ou en Ille-et-Vilaine, chez mon collègue Thierry Benoît, que je sais très engagé sur le sujet, le délai moyen est de 6 à 8 mois pour une première présentation et s'allonge considérablement pour les candidats recalés, ce qui est un comble. Cette situation s'explique notamment par l'afflux de jeunes candidats, désormais autorisés à passer le permis dès 17 ans, qui a fortement contribué à saturer un système déjà fragilisé par le manque structurel d'inspecteurs. L'année dernière, ce sont plus de 620 000 demandes de places d'examen qui n'ont pu être satisfaites. Les difficultés actuelles pénalisent directement les candidats, en particulier les jeunes et les personnes en insertion, pour qui le permis de conduire est souvent indispensable à l'accès à l'emploi ou à une formation. Elles renforcent les inégalités sur les territoires, font grimper les coûts et rendent le permis encore moins accessible. Enfin, elles mettent en grande difficulté nos auto-écoles qui peinent à organiser leur activité, à accompagner sereinement leurs élèves tant ils font face à l'incompréhension des candidats et de leurs parents. Monsieur le ministre, le gouvernement a annoncé le recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires d'ici la fin de l'année 2025. Une déléguée interministérielle à la sécurité est en poste. Hélas, nous ne voyons pas d'amélioration. Pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement concret de ces recrutements sur le terrain et quelles solutions structurelles envisagez-vous pour réduire durablement ces coûts? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Madame les ministres, si vous voulez bien, je répondrai à votre question. Si vous me le permettez, Madame la Présidente, je voudrais m'associer à l'hommage que vous avez rendu vous-même, Laurent Wauquiez tout à l'heure, et puis le Premier ministre, pour Olivier Marleix. Pour citer ici dans cet hémicycle une très belle phrase profonde de la grande philosophe Simone Veil, qui a écrit un jour: chaque être crie en silence, parce que dans chaque vie, dans chaque existence, il y a une part de douleur cachée, souvent, une part de souffrance secrète, qui nous est incompréhensible, qui nous est inaccessible. Olivier était pour nous à la fois une belle figure, un repère et une fidélité. Une figure, Madame la Présidente, vous l'avez souligné, de l'Assemblée nationale, un député, un législateur hors pair, une figure de son département d'Eure-et-Loir dans la 2e circonscription et une figure, pardonnez-moi, de notre famille politique. C'était aussi un repère avec ses exigences intellectuelles, avec sa droiture que vous avez aussi soulignée, sa droiture morale, toute républicaine. Et enfin, c'était une fidélité
une fidélité à des convictions gaullistes, qui dessinaient pour lui, comme pour nous, un idéal français. Voilà ce que je tenais à dire en remerciant tous les groupes qui ont eu la délicatesse de s'associer à ce bel hommage. Maintenant, je voudrais répondre précisément à votre question. Vous avez totalement raison. Accéder au permis de conduire, c'est aussi souvent un permis de travailler pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller avec des transports en commun sur leur emploi. On a un énorme décalage entre les places qui sont soumises au concours et celles que nous pouvons effectivement traiter. D'où vient ce décalage? Tout simplement parce que depuis le 1er janvier 2024, il y a eu l'abaissement de l'âge à 17 ans. Ce qui fait qu'il faut désormais traiter en réalité le double de jeunes. C'est-à-dire 2 classes d'âge. Et les inspecteurs ne suffisent plus. Nous avons, comme vous l'avez indiqué, recruté un certain nombre d'inspecteurs que nous avons pourvus dans les départements qui étaient déjà les plus tendus. Cette année, 2 inspecteurs vont arriver le 1 septembre et en décembre dans votre département de Seine-Maritime, mais ça ne suffit pas. La semaine prochaine, la profession sera reçue à Beauvau. Nous devrons prendre de nouvelles mesures. Nous envisageons une mesure qui permettrait, je pense, de desserrer cette contrainte en recrutant temporairement des inspecteurs retraités. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'État en charge des Outre-mer. Hier s'est tenue à la préfecture de La Réunion une réunion du comité de pilotage inondation autour de Monsieur le Préfet Patrice Latron et des maires et présidents d'intercommunalités de l'île. Cette réunion a été très attendue. Le 28 février de cette année, le cyclone Garance frappait l'île, faisant 5 morts. Vous êtes venu rapidement sur place, suivi peu après par d'autres membres du gouvernement. La maire de Saint-Denis vous a emmené dans la ravine du Butor, constater le risque que court notre population. Vous avez pu observer le formidable travail des équipes de terrain qui ont, en quelques jours, rétabli les services publics et réparé les principaux dégâts. Les dégâts de Garance, pourtant, se feront sentir pendant des années encore. Ce cyclone nous a rappelé les risques auxquels nos populations sont exposées aujourd'hui. En 1980, Hyacinthe faisait 25 morts. En 2024, le cyclone Bellal, suivi quelques jours plus tard de la tempête Candice, faisait 8 morts. En 2025, Garance aurait pu tuer encore plus si le cyclone avait frappé la nuit. Les ravines bouchées par des arbres et des rochers déplacés depuis les hauts ont rapidement débordé et inondé les zones habitées. Il est donc urgent de protéger nos populations. Nous sommes le 8 juillet, cela fait 4 mois que le cyclone est passé. En novembre, dans 4 mois, nous serons à nouveau dans une saison cyclonique et les Réunionnais courront à nouveau un risque majeur. Les pouvoirs publics doivent donc se mobiliser urgemment pour protéger nos populations. Cela ne peut plus attendre. Pour cela, nous ne pouvons plus perdre de temps à débattre des compétences des uns et des autres. Des vies humaines sont en jeu. Sécuriser nos populations, c'est nécessairement adopter une approche globale. Hier, le préfet Latron a indiqué aux maires qu'il avait porté auprès du gouvernement une demande d'intégrer dans le pacte d'avenir post-Garance un plan ravine. Comme la maire de Saint-Denis le réclame depuis le début du mois de mars, des fonds sont en effet nécessaires pour entretenir les ravines. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous confirmer à la représentation nationale que l'État se donnera les moyens de tenir ses engagements envers les Réunionnais à travers un plan ravine ambitieux? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Naillet. Vous l'avez rappelé, le cyclone Garance a touché de manière brutale la Réunion en février dernier, et notamment l'Est et le Nord de l'île. Le gouvernement s'est fortement mobilisé auprès des élus du territoire afin de répondre immédiatement à l'urgence de la crise, mais aussi fixer ensemble des objectifs, des étapes et des moyens des reconstructions. Je veux rappeler ici que le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'est rendu à 3 reprises à La Réunion pour prendre la mesure des dégâts et engager des réponses adaptées. Il ne peut pas vous répondre lui-même, mais comme j'étais moi-même en mars à La Réunion et que le président de la République s'est rendu sur place en avril dernier, c'est une réponse collective au nom du gouvernement que je fais et je prie d'excuser son absence.
Des aides exceptionnelles ont été déployées d'abord pour soutenir les agriculteurs et notamment les planteurs de canne à hauteur de 15 millions d'euros. Concernant les collectivités territoriales, Manuel Valls a mandaté le préfet pour établir un pacte d'avenir avec les élus. Ce document stratégique pluriannuel co-construit avec les collectivités est structuré autour de 3 axes. L'indemnisation d'abord, nous y sommes, la reconstruction et l'adaptation au changement climatique, la prévention, ce que vous appelez de vos voeux. Après les premiers désencombrements post-garance pris en charge par l'État, notamment grâce au triplement des moyens alloués par mon ministère de l'écologie, les actions de sécurisation des ravines, enjeu crucial, seront fixées dans le pacte d'avenir. Le préfet a réuni les élus hier, vous l'avez dit, pour faire la synthèse des travaux avec les collectivités et pour définir ensemble les travaux de prévention prioritaires à conduire dans les 6 mois qui viennent, avant la prochaine saison cyclonique. Cette réunion visait aussi à déterminer les études et travaux à programmer à moyen terme pour partager les stratégies d'entretien des ravines et des ouvrages en fonction des responsabilités respectives, l'État d'un côté sur le domaine public fluvial et les intercommunalités au titre de leurs compétences. Mais je veux vous rassurer, monsieur le député, les moyens nécessaires seront mobilisés à partir du fonds exceptionnel qu'accompagne le pacte Avenir pour tenir les engagements de l'État. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Madame Marie-Pierre Rixain pour le groupe Ensemble pour la République. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France. Monsieur le ministre, comme le rappelait Simone de Beauvoir, l'indépendance économique est la condition indispensable de la liberté des femmes. Cette clé, confisquée durant des siècles dans le huis clos des couples et depuis la loi du 13 juillet 1965 dans les mains de chacune. Ce texte, en permettant aux Françaises de pouvoir travailler librement, d'ouvrir un compte bancaire ou d'administrer leurs biens sans l'autorisation de leur mari, a posé une première pierre angulaire à l'autonomie économique des femmes. Force est de constater que 60 ans après, des biais sexistes, manifestes ou implicites, sont encore à l'œuvre. Raison pour laquelle, depuis 2017, nous avons concrétisé, texte après texte, de nombreux dispositifs bancaires, financiers et fiscaux. Depuis la loi du 24 décembre 2021, le salaire ou les allocations sociales doivent être versés sur le compte bancaire dont le ou la bénéficiaire est titulaire. Nous avons achevé l'autonomie bancaire en intégrant dans la loi le caractère individuel du droit à détenir un compte de dépôt. Les violences économiques sont dorénavant caractérisées dans la loi. Et enfin, à partir du 1er septembre prochain, une révolution fiscale à la fois silencieuse et existentielle s'engagera via un taux de prélèvement à la source individualisé. L'argent des femmes ne peut plus être considéré comme un revenu d'appoint ou une variable d'ajustement. C'est un pilier de notre économie nationale. Les femmes entreprennent, innovent, consomment, investissent. Leur contribution à hauteur de plus de 41% du PIB national ne peut plus être marginalisée. Aussi, Monsieur le Ministre, face à des récits conservateurs et face à des actes d'ingérence intolérables sur le plan économique, comment entendez-vous protéger les droits économiques et financiers des femmes sur le territoire national? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, permettez-moi de saluer votre engagement personnel sur la question de l'autonomie économique et financière des femmes. Vous l'avez dit, il y a 60 ans, les femmes étaient encore considérées comme des mineurs juridiquement sur des sujets absolument essentiels. Ouvrir un compte bancaire, avoir le droit de choisir son métier, les femmes n'en avaient pas la possibilité, n'en avaient pas le droit sans le consentement pour les femmes mariées de leur mari. Aujourd'hui, heureusement, les femmes juridiquement sont bien des majeures, mais nous avons encore aujourd'hui des inégalités qui persistent. Des inégalités que nous réduisons année après année, mois après mois. Les inégalités salariales et professionnelles, nous l'avons fait avec l'index et nous allons aller plus loin avec la ministre du Travail, Astrid Panosyan, dans la transposition de la directive transparence salariale. Des inégalités à la racine sur la question des stéréotypes. Nous y travaillons avec la ministre de l'Éducation nationale parce que c'est dès l'enfance que naissent les stéréotypes, que naissent les biais, que se construisent les imaginaires ou au contraire qu'ils ne se construisent pas. Et c'est aussi la question de l'autonomie économique et financière des femmes, parce que c'est la première condition pour l'émancipation et pour la liberté. C'est celle qui permet
toutes les autres libertés ou qui au contraire les restreint. Sans autonomie économique et financière, c'est là que les violences peuvent naître, c'est là que vous avez l'incapacité à dire, l'incapacité à partir, l'incapacité à révéler, et c'est là que nous devons évidemment renforcer notre action. Renforcer notre action sur l'accès auprès des femmes, parce que nous savons qu'aujourd'hui les projets portés par les femmes sont moins financés que ceux des hommes, et donc c'est ce que nous faisons avec la Fédération bancaire française. C'est renforcer aussi les actions que nous faisons avec la BPI. Le Premier ministre l'a annoncé, la BPI va doubler son engagement sur la question de l'entrepreneuriat au féminin pour l'année prochaine. Bref, c'est tous les champs que nous devons investir dès la petite enfance pour lever les stéréotypes sur l'éducation, sur l'égalité salariale et professionnelle, sur l'entrepreneuriat, et je sais compter sur votre engagement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Catherine Rimbert pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Monsieur le ministre, l'accès aux soins pour les Français ne doit pas être sacrifié sur l'autel des ajustements budgétaires. Vendredi dernier, vous annonciez que 151 zones rouges considérées comme des déserts médicaux bénéficieront dès septembre du soutien de médecins généralistes jusqu'à 2 jours par mois. Des mesures qui ne concerneront que 4% du territoire, bien loin des 87% touchés par la désertification médicale. La France voit son maillage sanitaire se déliter au détriment de la santé des Français. Selon votre ministère, 6,7 millions de nos concitoyens ne disposent pas de médecins traitants. Aujourd'hui, le gouvernement prétend faire de la lutte contre les déserts médicaux une priorité. Mais sur le terrain, la santé des Français se décide plutôt au gré de tableaux Excel déconnectés des réalités locales. Dans ma circonscription à Apt, en Vaucluse, l'Agence régionale de santé a annoncé le 13 juin dernier la fermeture du bloc opératoire au 31 décembre 2025. Une décision prise sans la moindre concertation des élus locaux, ni même du conseil de surveillance de l'établissement. Pire encore, un audit réalisé en janvier dernier et proposant des alternatives à cette fermeture est resté sans suite. Sur les 18 000 entrées aux urgences en 2024, près de 8 000 d'entre elles étaient éligibles à une prise en charge au bloc opératoire. Sa suppression mettrait en péril l'offre de soins locale. De plus, cette décision compromettrait directement l'avenir même des urgences et conduirait à des pertes de chance pour les patients du Pays d'Apt, un territoire particulièrement enclavé. Alors, Monsieur le ministre, tandis que le gouvernement ne cesse de marteler sa volonté de lutte contre les déserts médicaux, allez-vous laisser des dizaines de milliers d'habitants du Pays d'Apt privés d'un véritable accès aux soins? Vous opposerez-vous à cette décision inique et brutale? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre en charge de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, tout d'abord, permettez-moi de m'associer aux nombreux hommages qui émanent sur l'ensemble de ces groupes en la mémoire d'Olivier Marleix. Madame la députée, je suis très étonné de votre question et ce n'est pas du tout le reflet de l'échange téléphonique que nous avons eu. Je crois que la situation de l'hôpital de Apt ne doit pas se traiter à coups de slogans ou de nostalgie. Nous avons typiquement, Madame la députée, un hôpital de proximité où vous soulignez effectivement que les urgences fonctionnent bien. Il faut aussi situer la situation financière de cet hôpital avec plus 13 millions de déficits cumulés, des délais de paiement à plus de 5 mois et je crois surtout une activité chirurgicale qu'il est temps de réformer. 1000 actes chirurgicaux ont été effectués par une équipe chirurgicale mobilisée. Je salue les chirurgiens, les infirmiers, les anesthésistes, les aides-soignants qui se mobilisent, mais c'est aussi le moment de regarder cette situation avec lucidité, organisation, fermeté. Il faut naturellement renforcer les urgences. Ces urgences fonctionnent bien, elles fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous allons y adjoindre 10 lits supplémentaires de post-urgence. Il va falloir développer le plateau technique d'imagerie, y adjoindre une IRM parce que vos habitants ont aussi besoin d'un accès à l'IRM. La chirurgie sera faite à Cavaillon par les mêmes équipes chirurgicales. Nous allons développer les consultations de spécialité et les soins de suite de réadaptation. Je crois, Madame la députée, que c'est justement en ne voulant pas réorganiser l'offre de soins sur nos territoires. Je souhaite que cet hôpital soit labellisé hôpital de proximité.
proximité, c'est de pouvoir assurer un certain nombre de diagnostics, de prise en charge urgente et ensuite de pouvoir mailler la prise en charge de l'hôpital de périphérie jusqu'au CHU en fonction de la gravité des cas. Il ne faut pas confondre, Madame la députée, sécurité sanitaire et proximité territoriale. Et moi, je suis le ministre de la Santé, je dois m'assurer que chaque patient doit s'assurer de la même prise en charge. Et Madame la députée, en cas d'infection chirurgicale grave, est-ce que vous feriez opérer dans cet hôpital? Merci. Et en aucun cas, ça ne mettra en danger les urgences. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur François-Xavier Tchécoli pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Je ne vous cacherai pas qu'il m'est difficile de m'exprimer aujourd'hui dans cet hémicycle. Hémicycle dans lequel résonne encore la voix de l'un de ses meilleurs serviteurs, notre collègue et ami Olivier Marleix. Il nous faut pourtant continuer à œuvrer dans l'intérêt de nos concitoyens. Il l'aurait d'ailleurs souhaité. Je suis convaincu qu'Olivier aurait apprécié, lui le grand défenseur de notre industrie et de notre souveraineté nationale, les thèmes évoqués dans la question qui va suivre. Question qui s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. La sécurité des produits non alimentaires est un enjeu fondamental de protection des consommateurs, tout autant qu'un impératif de responsabilité publique. Or, selon les chiffres, source de Bercy les plus récents, 94% des produits vendus sur certaines plateformes chinoises en ligne ne respecteraient pas les normes de sécurité de l'Union européenne. Face à cette réalité, la responsabilité de l'État est engagée. En laissant en vente libre des produits non conformes, jouets, outillages, cosmétiques, textiles, notre système expose nos concitoyens, y compris les plus vulnérables, à des risques graves. Blessures d'enfants avec des jouets non certifiés, accidents avec des équipements électriques défectueux ou exposition à des substances toxiques via des textiles non tracés. Certes, l'entrée en vigueur du Digital Service Act et du nouveau règlement sur la sécurité générale des produits constitue un progrès. Et la DGCCRF devient l'autorité compétente pour en assurer l'application. Mais cette avancée législative doit impérativement être accompagnée de moyens concrets. Avec plus de 7 000 à 10 000 nouveaux produits mis en ligne chaque jour sur certaines marketplaces, peut-on raisonnablement penser que la DGCCRF a aujourd'hui les moyens humains et techniques d'assurer un contrôle efficace et exhaustif? Si ce n'est pas le cas, et tout porte à le croire, il est urgent d'envisager le déréférencement de ces plateformes par application du principe de précaution. Dans le cas contraire, c'est bien la responsabilité du gouvernement qui pourrait être engagée en cas d'accident, alors que vous avez déjà été alerté plusieurs fois. Ma question est donc triple. Quelle est la part réelle des contrôles effectués par la DGCCRF sur les produits vendus en ligne en comparaison avec ceux vendus en magasin? Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour renforcer les moyens de la DGCCRF et garantir un contrôle à la hauteur des enjeux sur les marketplaces étrangères, notamment chinoises? Et enfin, le gouvernement est-il prêt à agir fermement? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de nos petites et moyennes entreprises. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tchécoli, tout d'abord, je veux m'associer aux mots que vous avez eu la gentillesse de prononcer en l'honneur et en mémoire de notre ami Olivier Marleix. Effectivement, vous avez raison, il aurait aimé échanger sur les risques que font courir aujourd'hui certaines plateformes à notre souveraineté économique. Et effectivement, la régularité et la conformité des produits est un enjeu majeur. Le taux de 94% que vous notez, effectivement, le taux de non-conformité suite au contrôle réalisé par la DGCCRF en 2024. Il faut toutefois souligner que les articles qui font l'objet de prélèvements sont déjà ciblés, présélectionnés en fonction d'un certain nombre d'indices. Cela ne doit pas nous exonérer, nous devons agir. C'est ce qu'a fait déjà la DGCCRF. Je veux souligner une enquête qui a donné lieu à une condamnation la semaine dernière de 40 millions d'euros à l'égard de la plateforme Sheet pour information mensongère. Et je veux ici indiquer que 87% des réductions de prix et des promotions dont il était fait état n'étaient pas à la hauteur de ce qui était annoncé. Dans ces 87%, 11% des annonces qui faisaient état de promotions et de réductions de prix étaient en fait des augmentations de prix. La DGCCRF agit, le gouvernement agit. J'ai demandé que le nombre de contrôles soit triplé
en 2025 sur un certain nombre d'articles. Je ne peux au demeurant vous donner le nombre d'articles qui font l'objet de prélèvements parce que ce serait donner des indications aux plateformes et je ne souhaite pas le faire. J'ai demandé à ce que ces plateformes soient contrôlées à 360 degrés, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments, y compris les produits et également toutes les allégations qui sont fournies. Et je demandais à ce que ces contrôles soient en priorité sur les plateformes à risque systémique. Nous poursuivons par ailleurs un certain nombre d'échanges avec nos homologues européens pour que les enquêtes soient massives, beaucoup plus fréquentes et dans toute l'Union européenne. En ce qui concerne le déréférencement, j'ai demandé à mes services de se saisir de ce sujet et je suis également intervenue au niveau européen pour faire évoluer le DSA parce que effectivement cela nous permettra de fermer l'accès à certaines plateformes. Je note par ailleurs que j'ai fait une demande pour faire évoluer les effectifs de la DGCCRF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Claire Lejeune pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Que vaut encore la voix de la France ? Que vaut la voix de la France après tant de trahison, tant de lâcheté, tant de petitesse face à la plaie la plus immense, la plus béante de ce siècle? Que vaut la voix de la France lorsqu'elle se tait face à l'enfer de Gaza, lorsqu'elle se tait face au génocide et au beau milieu des clameurs des peuples du monde entier unis en un seul pour demander la liberté, la justice, la paix? Le 9 avril dernier, le président a annoncé une conférence pour acter enfin la reconnaissance de l'État de Palestine. Il n'a pas fallu 2 mois pour qu'il recule et se défile face à l'histoire et renferme ainsi notre pays dans l'ombre des génocidaires et des criminels de guerre. Voilà ce que sont vos actes. Vous refusez de reconnaître l'État palestinien au moment où son peuple en a urgemment besoin. Vous laissez Netanyahou traverser notre espace aérien plusieurs fois sans qu'il ne se passe rien. Des députés de votre pseudo-majorité votent contre la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël et même contre le respect des mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahou et Galante. Voilà la réalité. Vos mots sont comme des confettis éparpillés aux 4 vents dès que vous les lâchez. Éparpillés au milieu d'un génocide vu par le monde entier. Éparpillés au milieu de rafales des balles israéliennes qui, elles, sifflent et tuent tous les jours, sans cesse et sans pitié. Elles tuent des enfants qui font la queue dans la cohue pour un quignon de pain lors de distributions plus meurtrières qu'humanitaires. Elles tuent des pères et des mères pris au piège sur leur propre terre par les génocidaires. Voilà ce que vous permettez, par vos mots vides, par vos actes cupides, l'impunité. L'impunité de l'État d'Israël, celle d'un régime d'extrême droite qui massacre un peuple, vole et colonise des terres, viole le droit international, agresse ses voisins et le fait avec le consentement d'une poignée de dirigeants, dont les ministres de ce gouvernement. La question ne change pas. Que va faire la France pour briser l'impunité et imposer enfin la paix ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lejeune. Contrairement à nouveau aux multiples contre-vérités que vous venez d'énoncer, la position de la France non seulement n'a pas varié, mais je vous mets au défi de me citer d'autres pays occidentaux qui ont été autant à l'initiative, à la fois pour soutenir l'aide humanitaire et pour s'engager de façon très claire, à la fois pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais aussi pour une solution de paix durable et à long terme. Oui, vous avez raison, Madame la députée, la situation est dramatique, insoutenable, et c'est un véritable cimetière à ciel ouvert aujourd'hui qu'est Gaza. Oui, vous avez raison, toute entrave à l'aide humanitaire est un scandale, est absolument inadmissible. Et il est absolument indigne que plus de 500 personnes aient perdu la vie depuis 1 an. Oui, on peut se rejoindre sur ce constat-là, mais la solution, elle n'est pas dans vos déclarations, encore moins dans vos mensonges. La solution, elle est d'abord dans un cessez-le-feu. Et si un cessez-le-feu doit être permis notamment par l'initiative américaine, vous devriez avec nous la soutenir. Et la solution, pour vous répondre très concrètement sur la reconnaissance d'un État de Palestine, elle est toujours à l'agenda de la France. Oui, nous avons toujours pour ambition, sous l'égide des Nations Unies à New York, et avec l'Arabie Saoudite, l'ambition de faire reconnaître l'État de Palestine, car nous considérons que c'est la seule solution à 2 États
permettant une paix durable, la reconnaissance de l'État de Palestine et l'intégration de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Nous n'avons jamais varié. Nous n'avons jamais instrumentalisé ce conflit à des fins politiciennes. Nous avons toujours été pour la paix, pour le cessez-le-feu, pour la reconnaissance de l'État de Palestine dans des conditions collectives qui permettra justement la paix durable et pérenne enfin dans cette région. Et ce ne sera pas grâce à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, puisque pour les ministres de l'Agriculture ou de la Transition écologique, c'est cause perdue. Il y a quelques jours à Genève dans le Rhône, l'usine BASF a été prise la main dans le sac. Des militants y ont découvert 250 kg de Fastac, un pesticide pourtant interdit depuis 2020. Pendant ce temps, dans 16 communes du Grand Est, l'eau du robinet est devenue impropre à la consommation pour cause de contamination massive au PFAS, des taux jusqu'à 27 fois la limite légale. Résultat, des communes qui vont devoir acheter de l'eau en bouteille, bienvenue dans la France du XXIe siècle. Et l'eau en bouteille ne vaut pas mieux. On sait maintenant que Nestlé Waters et Alma ont eu recours, avec la complicité de votre gouvernement, depuis au moins 2021, à des traitements interdits pour purifier leur eau dite minérale. À chaque fois, c'est la même mécanique. D'un côté, des lobbies puissants, financés, organisés, et de l'autre, des responsables politiques qui se couchent, complices des lobbies industriels. Et au milieu, des victimes, des milliers de victimes de cancer. Aujourd'hui, nouvelle étape dans la complicité organisée, le vote de la loi du plomb, qu'on devrait plutôt appeler la loi poison. Alors que les agriculteurs demandent des revenus décents, on leur propose une bonne dose de pesticides dans le sang. Monsieur le ministre, on n'a jamais autant parlé de prévention du cancer et on n'a jamais autant protégé ceux qui l'alimentent. On atteint un nombre historique de cas dans notre pays et vous choisissez en conscience d'ouvrir le robinet de la pollution. 2200 nouveaux cas de cancer pédiatrique chaque année. On parle d'enfants. D'enfants qui n'ont jamais fumé, jamais bu, jamais travaillé dans une usine ou dans un champ. Ils ont juste grandi à l'ombre de vos renoncements. Mais pas d'inquiétude, comme nous l'a dit une de nos collègues en commission, on a de la compassion dans les victimes. On a de la compassion pour les victimes et même en octobre, on nous distribuera un ruban rose à l'Assemblée. Le cancer, chers collègues, ça n'est pas inévitable. Le cancer, c'est politique. Et les lois que nous votons ici à l'Assemblée, elles l'alimentent, elles l'engraissent. Ma question est donc autant pour vous, chers collègues, que pour vous, Monsieur le Ministre. Entre les lobbies industriels et la santé de nos concitoyens, que choisissez-vous? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, Madame la députée Garin, Mesdames et Messieurs les députés, pour répondre très clairement à votre question, le médecin que je suis est naturellement en faveur de la santé des Françaises et je ne réponds à aucun intérêt de lobby. Vous avez évoqué plusieurs sujets, on va les prendre les uns après les autres. Vous avez impliqué les filtres de Nestlé Waters sur les sources Perrier. Je rappelle que ce n'était pas une contamination, l'origine de la discussion, mais une usurpation, un trouble commercial, puisque en fait, c'est le côté caractère eau minérale qui était décrié. Si ces eaux sont contaminées par des matières fécales ou autres, elles sont impropres à la consommation. Le problème était tout autre, c'est que là, il y avait des filtres qui avaient été mis et qui enlevaient le caractère minéral. Et c'était donc c'était un mensonge et c'était une usurpation commerciale. Concernant les PFAS, mais je suis complètement d'accord avec vous, Madame la députée, plus on va retrouver des PFAS, plus on va en trouver, plus on va savoir les doser, plus on va avoir des principes de précaution importants et je suis tout à fait d'accord que nous puissions respecter à la règle au 1er janvier 2026 la réglementation des PFAS. Il faudra naturellement sur le principe pollueur-payeur interdire ces émissions de PFAS et aider les collectivités locales qui sont en charge de la ressource de l'eau, de l'assainissement, en général les agglomérations, les collectivités locales, à pouvoir justement faire baisser ces taux pour rendre propre à la consommation ces eaux avec des filtres à charbon, des principes de dilution. Concernant la PPL du plomb, j'ai déjà répondu au Sénat et je vais répondre de la même façon. Il s'agit simplement de remettre la France au même niveau de précaution que les autres pays européens. Je finis, Madame la députée, de remettre la
la France au même niveau de précaution. Dès que nous aurons les études de l'ANSES qui montreront effectivement les effets escomptés, nous interdirons tout pesticide. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, possiblement que j'interdirai d'autres molécules qui ont montré leur impact sur une évidence base of medicine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je voudrais avant toute chose rendre hommage au nom de tout le groupe UDR à notre collègue Olivier Marleix et adresser un message de soutien à sa famille et à ses proches. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Boualem-Sansal reste embastillé. Quelle surprise, quel séisme imprévisible. Vous nous aviez promis la réussite par la soumission, la libération par la génuflexion. Nous vous avons écouté, nous avons retiré dans un esprit de responsabilité notre proposition de résolution visant à abroger les accords de 68. La France a retenu son souffle. Et pour quel résultat? Une grâce transformée en gifle, l'humiliation. Sansal reste dans les geôles et vous récoltez les crachats d'un régime voyou. Jamais la France n'a été aussi insultée par un État à qui elle a tant donné. Visa, aides au développement, diplomatie bienveillante, repentance sans fin jusqu'à la limite de l'indécence. Face à ce régime qui ne respecte que la force, vous persistez dans une stratégie de soumission. La dictature algérienne et ses procès staliniens se moquent de vos prosternations feutrées. Alors qu'en Algérie, la littérature est un acte terroriste, le gouvernement français s'est couché, le pouvoir algérien l'a piétiné. Tebboune joue, la France attend et Boualem-Sansal croupit. Allez-vous reconnaître l'échec total de votre stratégie? Allez-vous enfin oser le rapport de force? Allez-vous inscrire en urgence notre proposition de résolution pour abroger les accords de 68? Allez-vous oser le blocus diplomatique? Allez-vous suspendre tous les visas et toute l'aide au développement? La France ne peut plus être à la fois le bailleur et le paillasson de la voyoucratie algérienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, il y a environ 2 semaines, votre groupe retirait avec responsabilité votre proposition de résolution concernant la dénonciation des accords de 68. Et vous l'aviez fait à dessein. Vous l'aviez fait justement, et je me souviens des mots de votre président de groupe Éric Ciotti, pour laisser toute sa chance à la diplomatie de poursuivre un travail qui ne se règle pas en quelques jours pour assurer la libération, ce que nous exigeons depuis le premier jour, de Boualem-Sansal, emprisonné, comme vous l'avez dit, dans des conditions effectivement inadmissibles, arbitraires et avec un état de santé qui ne lui permet pas ces moyens de détention. Aujourd'hui, vous nous refaites le coup de la soumission. Vous nous refaites le coup de ce qui avait prévalu au dépôt de cette proposition de résolution. Mais en quoi cette proposition de résolution et en quoi votre discours aujourd'hui garantit-il la libération de Boualem-Sansal? En rien. Et vous le savez très bien, monsieur le député. Alors, laissez la diplomatie française faire son travail comme elle le fait depuis le premier jour. Oui, la diplomatie française, évidemment, a pris des mesures de rétorsion vis-à-vis du pouvoir algérien. Bien sûr que nous continuons à exiger sa libération de façon très claire. Bien sûr que nous poursuivons un dialogue pour s'en assurer, mais cela ne se règle pas, ni dans ce micro, ni à travers une proposition de résolution. Je croyais que vous l'aviez compris il y a 15 jours, je l'avais salué à ce même micro, mais je vois que malheureusement dans votre groupe, le naturel revient au galop. Je vous remercie, Monsieur le ministre, Monsieur le député. Oui, je crois qu'en ne changeant pas la méthode, on ne changera pas les résultats. Et vous me pardonnerez cette métaphore canine, mais on dit qu'un chien qui mord, c'est un chien qui a mal. Vous devez avoir bien mal à vos certitudes pour faire cette réponse. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.